t'as une hausse du budget de la défense qui a été annoncée par... Ouais, je crois que c'était 400 milliards, si je dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là, ouais. jusqu'en 2025. Voilà, À donc, confirmer, je sais plus, peut-être que je me le trompe pas. leader suprême a annoncé ça, donc ça c'est super. Donc c'est marrant, il a 400 milliards pour les armes, il n'a pas 13 milliards ou 17 milliards pour le trou des retraites. Mais dans les économies de guerre, au final, qui est-ce qui a encore du boulot? C'est les fonctionnaires. L'Europe qui est en fait le représentant indirect des États-Unis, hein, c'est le vassal Europe qui sert les intérêts américains, c'est triste à voir, entre guillemets. Et du coup, pour se souvenir de l'humiliation, parce que c'est vrai, moi, tu vois, j'étais pas forcément au courant, et c'est le livre qui m'a permis aussi d'apprendre. J'ai dit, mais en fait, ils se sont fait ridiculiser. Ils leur ont détruit des temples, la France, le Royaume-Uni. On est au port d'une troisième guerre mondiale, donc la vraie question, c'est pas, enfin, c'est dollar ou yuan. Ouais, ok. Mais comment est-ce qu'on va savoir si c'est le dollar ou le yuan? C'est quand ils vont se battre, en fait. Bon, bah, en fait, on est les dindons de la farce, mais ça, je veux dire, on le savait déjà un petit peu. Là, on le voit concrètement. Quand t'as un Emmanuel Macron qui va voir Xi Jinping qui est dans une table circulaire mais hyper grande, tu te dis mais la honte quoi, tu vois. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche, et aujourd'hui, invité spécial, Monsieur Sylvain Tiger. Bonjour Sylvain. Salut Mathieu, salut à tous. Bon bah du coup, événement spécial, puisque c'est la première fois que tu viens dans nos locaux. Exactement. Dans nos nouveaux locaux. Et qui sont très très beaux. Alors, j'espère que vous passerez aussi, vous, de la communauté, dans les locaux de Mathieu. Et il y aura une petite surprise, donc a priori, il y en aura certains qui vont peut-être pouvoir venir à l'intérieur des locaux, dans la salle de formation, salle de réunion. Parce qu'elle est très belle cette salle. Effectivement, bah, du coup on la monte pas. Ouais, on la monte pas. Mais elle est très belle. Du coup, bon, il se passe plein de choses en ce moment. Crise des banques, les retraites, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, crise bancaire, inflation comme d'habitude, bon. guerre en Ukraine. Le resserrement monétaire. Et surtout, tu as une petite nouveauté, c'est la visite de notre cher leader suprême, Emmanuel Macron, qui allait voir Xi Jinping. Et qui en plus, alors j'ai vu qu'il s'était trompé dans la manière de saluer. Oh, il a salué à la japonaise. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc même, tu vois Xi Jinping qui a la main comme ça, il recule, en fait se fout un petit peu de sa gueule. Quoi. Ouais, il a dû se dire, c'est qui ce taré, quoi. Toi, je sais que tu aimes bien les BRICS, donc si tu veux démarrer, on peut parler de ce sujet des BRICS. Eh ben ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses en ce moment, puisque on a eu deux événements en réalité. On a eu l'événement Xi Jinping qui visite Poutine, et après, à quelques jours d'intervalle à peu près, c'est Macron qui se dirige en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Alors, comment tu l'interprètes, toi, par rapport à même, on va dire, la présence de la Chine un petit peu au milieu? Comment tu t'interposes, on va dire? Là, je pense que tu le vois, de toute façon, c'est... La Chine, aujourd'hui, c'est un petit peu le nouveau patron, on peut dire ce qu'on veut. On a toujours cette espèce de vision que les États-Unis dominent tout. Je ne sais pas si tu as vu, il n'y a pas très longtemps, il y avait une déclaration justement d'une représentante des États-Unis qui disait que certains partenaires internationaux n'utilisaient plus le dollar dans leurs échanges et que les États-Unis ne pourraient pas laisser ça sans conséquence, sans punition. En gros, c'est un petit peu le système mafieux du « tu n'utilises pas ce que je te donne, donc je vais te mettre une claque dans la gueule ». Et tu vois qu'ils sont en perte de puissance parce qu'ils deviennent agressifs. Parce que tu ne deviens pas agressif quand tout va bien, tu deviens agressif quand tout va mal. Et aujourd'hui, les gens vont voir la Chine pour justement régler leurs problèmes. Avant, ils allaient voir les États-Unis pour régler leurs problèmes. Donc déjà, géopolitiquement, la Chine est en train de prendre une place de plus en plus importante. Et elle se place aussi en médiateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Poutine qui va voir la Chine qui calme le jeu, qui laisse sous-entendre qu'ils vont utiliser le yuan chinois dans leurs échanges internationaux. T'as Macron qui va voir la Chine et qui demande à la Chine de parler à Poutine. La Chine qui se place un peu en mode un peu suisse, un peu d'entremetteuse, qui dira oui, bon, personne n'a intérêt à ce que le conflit aujourd'hui s'envenime, tout va bien se passer, je vais gérer. Bon, la Chine aujourd'hui, elle se place clairement en nouveau patron, quoi. Alors effectivement, elle joue un rôle prépondérant par rapport à quelques décennies, même quelques années par rapport à avant. Et on a aussi l'événement, je ne sais pas si tu as vu, l'OPEP+. Oui, qui ont décidé de réduire leur production de barils de pétrole. Ça va faire monter un peu les prix. Nous, en réalité, c'est même l'Arabie Saoudite, j'ai vu, qui a carrément décidé de réduire la production sans consulter l'OPEP, puisqu'en règle générale, c'est censé être un cartel. Donc cartel qui est censé se réunir pour pouvoir décider de la production. Est-ce qu'on l'augmente, est-ce qu'on la diminue? Donc ça, pareil,
comment tu l'interprètes par rapport aux BRICS? Mais tu sais, en fait, c'est simple, hein. Les BRICS, en fait, les anciens pays émergents, aujourd'hui émergés, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une espèce de nouvelle cohésion qui se crée. L'Arabie Saoudite qui accepte que la Chine paye son pétrole en yuan, qui est en train de nettoyer et d'assainir ses relations avec l'Iran aussi. Donc au Moyen-Orient, en fait, l'Arabie Saoudite, l'Iran, deux grands rivaux, hein, sont en train de devenir à nouveau copains, ou en tout cas, les relations sont en train d'être meilleures. Le continent africain qui commence, enfin c'est même pas qui commence en fait, qui est sous influence chinoise, parce que les Chinois ont beaucoup investi en Afrique, sur le continent africain, que ce soit dans les infrastructures ou autres, ils ont acheté des terres dans tous les sens. T'as une présence militaire aussi russe indirecte en Afrique, qui vient concurrencer directement l'Europe et la France, parce que nous on avait une grosse influence en Surtout Afrique, la France, ouais. voilà, qu'on a perdu. Il y a un sentiment anti-français aussi qui s'est fortement développé, bon il y a beaucoup de rancœur, etc. machin. Donc ce que j'aime bien dire, hein, ces anciens pays émergents en fait ont émergé, c'est-à-dire qu'on peut plus les appeler pays émergents, ils ont émergé, c'est factuel en fait, tu vois. Ils ont de plus en plus de moyens, ils déroulent, et en plus de ça, ils se font pas la guerre entre eux, c'est-à-dire qu'ils restent plus ou moins assez unis, hein. Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, sont plutôt unis. Bon, en fait, on est les dindons de la farce, mais ça, je veux dire, on le savait déjà un petit peu, là on le voit concrètement. Quand tu as un Emmanuel Macron qui va voir Xi Jinping, qui est dans une table circulaire, mais hyper grande, tu te dis, mais la honte, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, Xi Jinping et Poutine, quand ils se sont reçus, ils étaient sur une petite table comme nous, hein, c'est-à-dire, ils se parlaient à distance normale, humaine, tu vois. Non, il y a une vraie distance qui est mise avec l'Europe. L'Europe qui est en fait le représentant indirect des États-Unis, hein, c'est le vassal Europe qui sert les intérêts américains. C'est triste à voir, entre guillemets, parce que nous, on a vécu la belle période européenne, hein, c'est-à-dire la période où l'Europe dominait le monde, où les États-Unis étaient un petit peu les rois. Là, c'est une transition. C'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, le truc qui fait un peu peur à tout le monde. Tout le monde aime bien fantasmer sur ce nouvel ordre mondial. C'est rien d'autre qu'une redistribution des cartes. C'est ce qui se passe dans toutes les familles, hein, j'ai envie de te dire. Quand tu as le patriarche ou la matriarche qui meurt, il y en a un autre qui prend le relais. C'est à peu près ça. Les États-Unis aujourd'hui sont en déclin, ils sont en train de mourir, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est juste une redistribution des cartes. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est dans ce nouveau jeu qui est en train de se construire, c'est quoi notre place à nous? C'est quoi la place de la France? Qu'est-ce qu'on va devenir? Notre monnaie, qu'est-ce qu'elle aura comme pouvoir d'achat? Est-ce qu'on va être une monnaie, on va dire, faible? C'est-à-dire que les autres auront une monnaie forte, vont finir faire du tourisme chez nous, vont payer des restaurants, etc. machin, ils vont venir visiter notre pays comme si on était un pays du tiers-monde et ensuite repartir chez eux. Est-ce qu'on va conserver une monnaie forte, l'euro qui était quand même historiquement une monnaie forte, est-ce qu'on va conserver une monnaie forte, mais du coup à quel prix et comment? Vu qu'on fait des plans de relance dans tous les sens, vu qu'on bloque des prix, vu qu'on imprime n'importe comment des billets parce qu'on a trop de dettes, machin, comment est-ce qu'on va faire? Donc c'est ça en fait les vraies questions qu'on va se poser. Totalement. Ouais. Et notre monnaie elle repose sur rien, c'est-à-dire qu'elle repose pas sur un stock d'or précis. La Chine, la Russie, ce qu'ils ont fait d'intelligence, c'est que ça fait peut-être 15-20 ans, voire même plus, qu'ils achètent de l'or. Même pas en cachette, parce qu'au final, tu pouvais voir les stocks d'or achetés par ces pays-là depuis des années. Donc ils ont accumulé, ils te lancent une nouvelle monnaie, elle sera garantie par de l'or. Voilà. Donc Nous, l'euro reposait sur la confiance, voire le dollar reposait sur la confiance, mais vu que la confiance est en train d'être rompue, en fait, la plupart des gens l'ont encore un petit peu, mais commencent un petit peu à avoir des doutes. Voilà. Disons qu'effectivement, alors jusqu'en 1914, il y avait les talons or. Ça a été levé, évidemment, avec les deux guerres mondiales. Il y a eu malgré tout un soupçon de retour à l'étalon or entre les deux guerres. Ça a échoué, en réalité. D'ailleurs, il y avait l'anecdote avec Churchill, le ministre des Finances et autres, mais ils se rendaient compte que... Parce que l'étalon or, c'était ancré. C'est-à-dire qu'une monnaie, la monnaie fiat, qu'on utilise aujourd'hui, à la base, elle était adossée à de l'or, et donc c'était important qu'on puisse échanger notre billet contre de l'or. Et sur le billet, c'était écrit. Billet échangeable. C'était normal, en fait. J'ai envie de te dire, on t'imprime un papier, mais ce papier, pourquoi est-ce qu'il vaudrait 100 €, enfin, tu vois, ou 100 $, on s'en fout, en fait. C'est ce que tu peux échanger en or qui est intéressant. Totalement. Le problème, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la livre sterling, notamment, quand il y a eu un soupçon de retour à l'étalon or, était surévalué par rapport à la quantité d'or réel, donc c'est un peu échoué, plus il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais avec vocation de retourner dans une espèce d'étalon dollar-or avec Bretton Woods en 44-45. Et c'est vrai qu'à partir de 71, 15 août 71, Richard Nixon met fin, ça saute.
aujourd'hui, c'est vrai que le dollar a conservé son hégémonie, entre guillemets, dans le sens où, effectivement, il y avait le pétrodollar, il y avait l'Arabie Saoudite derrière, un échange de bons procédés, moi je t'envoie des armes, je te protège, toi, t'achètes, tu me vends en dollars et tu recycles les dollars en achetant la dette publique américaine. Ce qui fait qu'il y avait toujours une demande de dollars, plus la possibilité d'investir, parce que quand on parle de réserve en dollars, souvent les gens ne le savent pas, ils pensent que c'est les banques centrales qui gardent des dollars. Non, ce qu'elles font, elles recyclent les dollars. Le dollar, ça sert à rien de le posséder, de la liquidité. Elle réinvestit dans des actifs libellés en dollars, typiquement la dette publique américaine et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande en dollars peut avoir vocation, en tout cas dans les transactions internationales, à chuter. Après, c'est là où il faut peut-être décorréler, où moi je me pose la question de... Une chose, c'est qu'on utilise de moins en moins le dollar en termes d'échange, si tu veux, au niveau international. Autre chose, c'est la pertinence de continuer à investir dans des actifs libellés en dollars. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, moi, à titre personnel, je parle pour moi, de toute façon, c'est pas un conseil en investissement, rien, la majorité de mes actifs, en tout cas du point de vue financier, sont libellés en dollars. Tu vois. Est-ce que tu penses que les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, comme toi et moi, souhaiteraient investir de plus en plus dans des actifs libellés dans une autre devise, typiquement le renminbi, des actifs russes? C'est une bonne question, et puis et la réponse va être plutôt contre-intuitive. Même si aujourd'hui tu as un espèce de changement de tuyauterie financière mondiale, la tuyauterie financière c'était quoi? Tu avais une grosse place d'échange à Londres, une autre à New York. Puis globalement, ça tournait, il y a Francfort et ça tournait à peu près là. Voilà. Paris a dépassé la City en réalité à Londres. Avec le Frexit, il y a eu les capitaux ont un peu diminué. C'est ça. Et là, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, tout cet argent qui transitait par cette tuyauterie-là, qui s'est changé dans une devise, bon, c'est le dollar, voilà. Grosso modo, est-ce que tout ça va partir chez les Chinois? En gros, c'est ça la question. La réponse, c'est non, pas forcément, en tout cas pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que t'es un investisseur institutionnel, imaginons que je te dis une bêtise, t'es 10 milliards à gérer. Toi, t'es à New York, t'as tes bureaux à New York, t'as du staff à Londres, tu maîtrises ces places-là, t'es un des plus gros clients des banques sur place, donc t'as tes entrées. Est-ce que tu vas aller dans un pays où tu connais personne, dans une devise qui est encore incertaine, qui vient de se lancer, et prendre le risque de placer l'argent de tes clients historiques dans un truc en fait sur lequel tu n'as aucune garantie. Non. Parce que tu n'as pas de partenaire sur place ou très peu. Et la réglementation aussi qui n'est pas du tout la même. Là, tu étais dans une démocratie, alors on va dire démocrature, voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Bon là, tu rentres dans un espèce d'autocratie, le PCF, parti unique, machin. Bon, tu me diras, en France, au final, on y est quasiment. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire. Mais, tu vois, c'est pas la même logique en fait. Donc, que tous les actifs partent du dollar en yuan, ça se fera pas déjà sur 5 ans, ça va se faire dans le temps, mais vraiment, ça va prendre le temps d'être fait, cette transition-là. Et de deux, c'est toujours pareil, c'est comme avec les crypto-monnaies, etc. Machin, ils vont pas prendre le risque de le faire en premier. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord des petits managers, des petits gestionnaires de fonds indépendants qui vont le faire, machin, et après ça va remonter la pyramide, et au bout d'un moment, les gros vont s'y mettre. Parce qu'au final, on est au port d'une troisième guerre mondiale, donc la vraie question, c'est pas, c'est dollar ou yuan, ouais, ok, mais comment est-ce qu'on va savoir si c'est le dollar ou le yuan? C'est quand ils vont se battre, en fait. C'est quand ils vont se battre qu'il y aura une guerre, celui qui gagnera, on saura que c'est sa monnaie à lui qu'on va utiliser. C'est globalement ça qui nous attend. À quelque chose près, effectivement. D'ailleurs, je sais pas si tu as lu Les Talents Bitcoin de Saifedean Ammous. Très bon livre d'ailleurs que je recommande. Et en fait, il explique, il donne des graphiques. Alors après, on peut toujours trouver des liens de causalité et autres, mais c'est intéressant. En tout cas, l'explication, est-ce qu'elle se tient? À voir, mais je trouvais que c'était intéressant comme explication. Il montrait, si tu veux, les taux d'inflation qu'il y avait en Allemagne, et les taux d'inflation qu'il y avait en France, en Angleterre, etc. Et il montrait qu'en fait, le pays qui a perdu, c'était le pays qui s'est retrouvé avec une hyperinflation à terme, parce que sa monnaie perte de confiance, et donc pour acheter les biens, les matériaux et autres, pour pouvoir faire la guerre, il faut que tu aies une devise sur laquelle la majorité des personnes, vis-à-vis de laquelle ils ont confiance. Comme l'Allemagne se rediriger vers la défaite. Alors après, est-ce qu'il y a eu une perte de confiance sur la monnaie parce qu'ils ils allaient perdre? Ou est-ce que c'est parce que la monnaie a perdu de la valeur que l'Allemagne a perdu? Chacun de trouver son lien de causalité. Mais c'était intéressant de se rendre compte comment la monnaie allemande a terminé suite à sa défaite durant la Première Guerre mondiale. Plus rien, parce qu'elle sera remplacée. Oui, c'est ça. Donc effectivement, le perdant...
comment c'est pour ça, moi, quand on me dit quoi. dollar ou yuan, j'ai envie de te dire, on verra la guerre, on verra qui gagnera, c'est tout. Hein. Après, tu peux faire un pari. Bon, pour l'instant, au final, les chances sont du côté des États-Unis, ils ont une grosse armée. Ils ont une grosse armée, Bien que la gros Chine système financier. dépense. Alors, je ne sais pas si c'est la Chine ou les États-Unis qui dépensent le plus, mais la Chine, en tout cas, a augmenté énormément ses dépenses Après, en termes dépenses. de qualité, de l'effectif, les États-Unis ont une qualité d'effectif meilleure que les soldats chinois. Enfin, C'est pas ce qu'ils ont prouvé, en tout cas, en Afghanistan. oui, bon. Ouais, après, ça va être des débats, mais de toute façon, on le verra sur Taïwan, en fait. Hein. C'est le premier théâtre, à mon avis, de conflit qu'on va avoir. C'est est-ce qu'ils vont commencer à se battre là-bas, et s'ils se battent là-bas, après, ça va. Des fois, on peut se dire, est-ce que la Chine n'essaye pas de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et autres, pour voir comment les pays occidentaux réagissent, entre guillemets, et se dire, ok, moi, si j'agis de telle manière, ils vont réagir de telle sorte. Non, mais eux, ils ont déjà tout anticipé. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas en réaction, là, ils sont en anticipation. Ils savent déjà, en fait, tout ça. Et puis même, la posture officielle chinoise, c'est jamais la posture officieuse. Tu sais, il y a une espèce de double visage toujours avec eux. C'est-à-dire que tu as les chiffres officiels, les chiffres officieux. Donc c'est pareil, en fait. Tu as la posture officielle qui est neutre et la posture officieuse qui est ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Tu vois. Donc c'est à toi de deviner ce qu'ils veulent vraiment. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est logique. Ça fait des années qu'ils travaillent pour ça. C'est être numéro un, c'est avoir la devise, voilà, être une monnaie de réserve, en fait. Hein. Et tu le vois, ils ont remplacé Swift, c'est-à-dire que pour leurs échanges avec la Russie ou même en Asie, ils ont une alternative à Swift. Donc ils sont dans cette volonté déjà de vouloir, entre guillemets, monter leur propre truc. Après, c'est logique, hein, je veux dire, quel est l'intérêt pour eux de rester à une place minime alors qu'ils ont toutes les capacités de surpasser en fait l'actuel numéro un qui lui en fait est aujourd'hui déclinant, dépense n'importe comment, fait n'importe quoi et puis en perte de vitesse pour différentes raisons, de toute façon qu'on connaît. Hein. Ils ont les mêmes problèmes que nous au final, les États-Unis. Hein, ils dépensent beaucoup, ils s'endettent beaucoup, ils vivent sur. Après voilà, tout n'est pas tout rose non plus, mais c'est vrai que la Chine, alors il y avait Wealth and Strength, je crois, c'est un livre, un gros livre rouge là, en plus ça fait bien Mao, livre rouge, qui est intéressant en fait, elle explique que, si tu veux, en Chine, au niveau de l'éducation, en fait, t'as comme deux époques. T'as l'époque avant la guerre de l'opium, et t'as la deuxième époque moderne, entre guillemets, après la guerre de l'opium. Et ils démarrent, à partir de la guerre de l'opium, leur nouvelle ère, entre guillemets. Attention, il y a des années et des années d'histoire. Hein. Mais à l'école, tout ce qui est expliqué dans le livre, c'était super intéressant. Il disait, à partir de la guerre de l'opium, pour se souvenir de ce moment de honte, oui, mais et à quel point ils ont été... Ils ont une grosse rancœur, justement, à cause de cette guerre de l'opium. Ils ont un esprit de revanche. Hein, voilà, totalement. Et du coup, pour se souvenir de l'humiliation, parce que c'est vrai, moi, tu vois, j'étais pas forcément au courant, et c'est le livre qui m'a permis aussi d'apprendre. J'ai dit, mais en fait, ils se sont fait ridiculiser. Ils leur ont détruit des temples, la France, le Royaume-Uni, etc. Et ils ont cet esprit de revanche, en fait, depuis des années, en fait. Ils se sont fait humilier, ils se sont dit... Depuis un siècle, du coup, un petit peu plus. Et effectivement, tu te rends compte que toute la politique qui est mise en place a pour vocation d'atteindre un certain niveau et de retrouver ce niveau d'antan. C'est sûr. Alors, il y a eu l'Inde aussi, hein, qui a été un empire, et la Chine, en tout cas, cherche à... C'est ça, après l'Inde, je pense à une stratégie peut-être moins dominatrice, c'est-à-dire qu'ils sont plus axés sur leur marché national. Le parti actuel au pouvoir de Modi, c'est un parti nationaliste, hein, donc eux ils sont plus en mode Inde, tu vois, mais ils sont pas trop dans un délire de géopolitique, alors que les Chinois ils ont la stratégie du collier de perles, tu vois, donc ils ont une volonté aussi de dominer qui est différente, tu vois, donc c'est vrai que bon, c'est deux visions différentes du monde. Je pense que les Chinois ils veulent vraiment step up et être les numéros 1 et avoir tout, tu vois, le système financier, la force militaire qui va avec, et puis surtout l'influence. Bon, aujourd'hui, ils commencent petit à petit à l'avoir. Un monde dirigé par des Chinois, je te dis pas, hein, je sais pas à quoi ça ressemblera, je te dis même pas que ça sera forcément mieux que ce que c'est actuellement. En tout cas, ils essaient d'œuvrer pour, tu vois. Les États-Unis vont forcément se battre là-dessus. Ça va se passer sur Taïwan, à mon avis. Premières échauffourées. En plus, tu as vu, il y a eu l'histoire de l'avion avec le journaliste qui a filmé. Voilà, donc ça va commencer par là. Et on verra. Hein, mais oui, de toute façon, 3ème guerre mondiale, on y est. Hein, donc j'ai envie de te dire. Après, voilà, si tu veux, ça va se jouer aussi avec Taïwan, voir comment. Qu'est-ce qu'il en sera. Sachant que des fois, tu peux te dire, la Chine prend du recul, elle attend que les États-Unis, les pays occidentaux se vident de leurs armes, on va dire, entre guillemets,
Et après, est-ce qu'elle attaquera? Et là, tu te retrouves dans la situation où les pays occidentaux ne peuvent plus livrer d'armes à Taïwan. De toute façon, nous, en fait, on livre des armes à l'Ukraine, mais en fait, on n'en a même pas beaucoup. En fait, hein. On a très peu de stock, donc déjà, le peu qu'on a, on l'envoie. Donc, tu vois, déjà, tactiquement, c'est un peu con ce qu'on fait, en fait. Hein. On le fait, mais je sais pas ce qu'on a gagné dedans, mais bon. Déjà, là-dessus, c'est pas très logique. T'as une hausse du budget de la défense qui a été annoncée par... Ouais, je crois que c'était 400 milliards, si je dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là. Ouais. Jusqu'en 2025. Voilà, à confirmer, je sais plus, peut-être que je me trompe pas. Le leader suprême a annoncé ça, donc ça c'est super. Donc c'est marrant, il a 400 milliards pour les armes, il n'a pas 13 milliards ou 17 milliards pour le trou des retraites. Et en Allemagne, ils ont fait pareil. Hein. C'était Olaf Scholz, c'est ça, qui a annoncé une hausse du budget militaire, donc lui aussi, il est prêt, c'est parti, on y va quoi. Donc, bon, dans tous les cas, tu vas arriver sur une économie petit à petit, une économie de guerre. Hein. Si on rentre en guerre, ce serait une économie de guerre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé quand il y a eu une économie de guerre. Alors après, c'est con de comparer deux époques différentes, parce que si tu compares 14-18, 39-45, ça fait 100 ans. Donc en fait, même notre monde à nous a changé. Mais dans les économies de guerre, au final, qui est-ce qui a encore du boulot? C'est les fonctionnaires. Parce que dans les économies de guerre, en fait, c'est con, hein, mais le premier employeur, c'est l'État. Et tout l'argent, il va où? Il va dans les armes, dans l'industrie et dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'en gros, l'État s'endette pour mettre de l'argent sur les gens qui vont travailler pour la guerre, hein, c'est-à-dire les fonctionnaires, les infirmiers, les gens qui vont se battre, etc. Machin, les gens dans les usines, et pour nourrir, pour l'agriculture, du coup, pour bouffer, en fait. C'était comme ça dans le passé, à voir si ça serait comme ça aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que je soupçonnais un truc un peu, alors après, j'en sais rien, c'est une hypothèse, mais je réfléchissais, quand il commençait à nous parler du stock d'eau, en fait. C'est vrai, ouais. Quand il commençait à nous parler du stock d'eau, j'ai commencé à avoir une réflexion. Je me suis dit, bon, c'est bizarre son histoire de stock d'eau, parce qu'en soi, bon, je veux dire, on n'a pas j'avais regardé la consommation d'eau qu'on avait, j'ai fait un tweet dessus, je dis, bon, c'est pas déconnant ce qu'on a là, même s'il y a une sécheresse, on tient en fait, tu vois. Et je me suis dit, en fait, s'il veut peut-être augmenter nos réserves d'eau, c'est peut-être qu'il anticipe une guerre, mais une vraie guerre, quoi, tu vois, dans laquelle nous, on participerait de façon active, et du coup, on aurait besoin de produire du matos, et produire aussi plus de ressources en interne, c'est-à-dire d'agriculture, et auquel cas on aurait besoin de plus d'eau, parce qu'on serait vraiment dans une guerre, pas on finance une guerre, on est dans la guerre. Tu vois, donc soit on se fait envahir, soit, bon d'ici à ce qu'on se fasse envahir, il y a quand même du chemin, il y a quand même des pays qui font tampon, mais voilà, on rentre dans la guerre de façon active. Et donc du coup là on aurait besoin de beaucoup d'eau pour l'agriculture, pour pouvoir, tu vois. J'ai anticipé ce scénario-là, je ne sais pas s'il est vraisemblable, mais ça peut expliquer aussi parce que c'est facile, hein, tu vas faire une guerre, tu sais que tu auras besoin d'eau, tu dis aux gens que c'est pour l'écologie, tu caches tes intentions au monde, et puis derrière, toi tu fais ton truc, tu vois. Mais c'est bien d'essayer d'anticiper les coups qui vont nous mettre dans la gueule, parce que sinon, on est tout le temps en réaction, et après derrière, on se fait avoir, tu vois. Donc c'est une hypothèse que j'avais, je sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît intelligent, tu vois. Ça pourrait, tu vas faire la guerre, tu vas avoir besoin d'eau pour ton industrie et pour ton agriculture. Tu dis aux gens que c'est pour l'écologie, tu fais tes réserves, puis le jour où tu vas rentrer concrètement dans le conflit, t'as déjà tes stocks d'eau en fait, tu vois. En tout cas, je pense qu'il y en a pas mal qui vont te traiter de complotier. Non, on a le droit de penser. C'est une hypothèse, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que j'ouvre le champ des possibles là-dessus, quoi, tu vois. Bon, on va leur demander du coup, c'est quoi leur avis? On a le droit de penser. On a encore le droit de penser. Du coup, dans les commentaires.